À 67 ans, Ava Gardner s'exprime enfin sur Humphrey Bogart. Ava Gardner est née à Vallévenia. Gardner le 24 décembre 1922 à Grabtown, une petite communauté rurale de Caroline du Nord. Élevée dans une famille ouvrière modeste, la jeunesse d'Ava a été marquée par les luttes et la résilience commune à beaucoup dans le sud de l'époque de la Grande Dépression. Ses parents étaient de pauvres métayers de tabac, et Ava était la plus jeune de 7 enfants. Bien qu'elle ait été confrontée à des difficultés économiques et à des défis personnels pendant ses jeunes années, elle a affiché une beauté et une présence innée qui allaient plus tard définir son personnage à l'écran. Ses racines du Sud sont restées un élément central de son identité, influençant à la fois son comportement et son approche de la vie et de la carrière, car elle se comportait avec un mélange indéniable d'élégance naturelle et d'authenticité terre-à-terre. L'entrée d'Ava à Hollywood a été marquée par une combinaison de chance, de timing et de talent indéniable. Elle a été découverte au début des années 1940 par des chasseurs de talent de la MGM, captivés non seulement par sa beauté physique frappante, ses yeux verts lumineux, ses cheveux blonds miel et ses traits classiques, mais aussi par l'intensité et le charisme qui émanaient d'elle. Le début de la carrière de Gardner a été marqué par de petits rôles qui ont progressivement mis en valeur sa palette d'actrices, mais c'est sa performance décisive dans des films tels que Les Tueurs, 1946, qui a cimenté sa réputation comme une force avec laquelle il faut compter à l'écran. Son interprétation de femme complexe, souvent moralement ambiguë, a révélé une profondeur de talent qui transcendait le simple glamour, lui permettant de passer sans transition des rôles de séduction, de vulnérabilité et d'indépendance farouche. La carrière d'Ava Gardner a été marquée par des collaborations avec certains des plus grands réalisateurs et acteurs de son époque, dont John Huston, Humphrey Bogart et Burt Lancaster. Elle a travaillé sans relâche pour perfectionner son art, apportant souvent à ses personnages une intensité émotionnelle brute qui a trouvé un écho auprès du public et des critiques. Des films notables tels que Mogambo, 1953, pour lequel elle a reçu une nomination aux Oscars, Showboat, 1951, et Le Dernier Rivage, 1959, ont mis en valeur sa polyvalence et son attrait durable. Ses performances ont souvent exploré les thèmes de l'amour, de la perte et de la résilience, reflétant non seulement ses talents artistiques, mais aussi sa profonde compréhension de l'émotion humaine. Peu de temps après l'arrivée d'Ava Gardner à Los Angeles et le début de son contrat avec la MGM, elle a rapidement croisé la route de l'une des jeunes stars les plus brillantes des studios, Mickey Rooney. À l'époque, Rooney était un nom connu, adoré dans toute l'Amérique pour son rôle de l'intègre Andy Hardy dans la série de films extrêmement populaire. Les deux ont été emportés dans une romance éclair et, malgré l'éducation d'Ava dans une petite ville et son manque d'expérience relatif du style de vie trépidant d'Hollywood, elle s'est retrouvée captivée par le charme, l'humour et la grande énergie de Rooney. Leur relation a évolué rapidement, aboutissant à un mariage le 10 janvier 1942, alors que Gardner n'avait que 19 ans. La cérémonie s'est déroulée dans la petite ville isolée de Ballard, en Californie, loin des projecteurs de Los Angeles. Cette décision n'était pas simplement une question de vie privée, mais une manœuvre délibérée orchestrée par le patron du studio MGM, Louis B. Mayer. Mayer craignait que l'annonce du mariage de Rooney ne nuise à l'image publique soigneusement construite d'Andy Hardy, le garçon américain d'à côté. Mayer craignait que si le public savait que Rooney était marié, en particulier à une belle jeune femme comme Gardner, les fans, en particulier les jeunes filles gays qui l'idolâtraient, ne perdent tout intérêt pour le personnage de célibataire intègre qui avait fait de lui un tel succès au box-office. Malheureusement, le mariage s'est effondré presque aussi vite qu'il avait commencé. Gardner a découvert que derrière le charme juvénile de Rooney se cachait un côté plus sombre, marqué par le jeu compulsif et la fréquentation des femmes. Bien que le personnage public de Rooney rayonnait d'innocence, en privé, il vivait vite, se livrant à des fêtes nocturnes, des aventures et des dépenses imprudentes. Gardner, qui s'adaptait encore à la vie à Hollywood, a été dévasté par son comportement. En 1943,
À peine un an après le mariage, elle a demandé le divorce, invoquant la cruauté mentale comme motif officiel. En privé, cependant, elle a attribué la rupture du mariage aux habitudes de jeu compulsifs de Rooney et à ses infidélités constantes. Malgré le lourd tribut personnel, Gardner a pris soin de ne pas ternir l'image de Rooney dans la presse. Elle s'est abstenue d'exposer publiquement ses défauts, préservant ainsi le personnage attachant d'Andy Hardy pour ses fans adorateurs. La presse et le studio ont maintenu l'image saine de Rooney, et Gardner s'est retiré discrètement, son premier mariage à Hollywood lui ayant appris une dure leçon sur la réalité derrière les façades glamour de la célébrité. Le deuxième mariage de Gardner a suivi seulement quelques années plus tard, cette fois avec le musicien de jazz et chef d'orchestre Artie Shaw, l'une des figures les plus importantes de l'ère du swing. Shaw, qui avait auparavant été marié à la sirène d'écran Lana Turner, était connu pour son talent musical extraordinaire, mais aussi pour sa personnalité difficile et dominatrice. Gardner, encore au début de la vingtaine, a été emporté dans le monde sophistiqué de la musique et de l'intellectualisme de Shaw. Cependant, leur union s'est rapidement avérée problématique. Shaw aurait attendu de Gardner qu'elle se conforme à ses normes rigoureuses, critiquant souvent son éducation et son milieu. C'était un perfectionniste, non seulement dans sa musique, mais aussi dans ses relations, et Gardner a rapidement trouvé sa condescendance intolérable. Leur mariage, qui a duré de 1945 à 1946, a été bref et tumultueux, laissant Gardner à nouveau désillusionné quant à ses perspectives d'amour durable. C'est cependant son troisième mariage qui est devenu le chapitre le plus important et le plus durable de sa vie sentimentale. En 1951, Ava Gardner a épousé le chanteur et acteur Frank Sinatra, un homme dont la renommée rivalisait avec la sienne. Sinatra avait quitté sa première femme, Nancy Barbato, pour être avec Gardner, et leur union a déclenché une frénésie médiatique. Les gros titres ont claironné le scandale de Sinatra quittant sa famille et pour la starlette glamour, et la fascination du public pour leur romance n'a fait que croître avec le temps. Gardner elle-même écrira plus tard dans son autobiographie que Sinatra était le grand amour de sa vie. Leur relation était passionnée, magnétique et profondément compliquée, marquée à la fois par une dévotion intense et des combats hors destructeurs. Le mariage Gardner-Sinatra était aussi ardent que célèbre. Les deux stars étaient têtues, farouchement indépendantes et vivaient sous l'examen incessant de la presse. Leur union a été en proie à la jalousie, aux disputes explosives et aux réconciliations aussi passionnées que leurs querelles. Pendant leur période ensemble, Gardner est tombée enceinte à 2 reprises, mais elle a choisi d'interrompre les 2 grossesses. Dans son autobiographie, publiée à titre posthume 8 mois après sa mort, elle a expliqué que la MGM appliquait des clauses contractuelles strictes pénalisant ces stars féminines pour avoir des enfants. Le studio craignait que la maternité n'interfère avec la disponibilité d'une star et ne diminue sa commercialisation, et Gardner s'est senti piégé par ces pressions. Ces décisions reflétaient la situation difficile à laquelle les femmes d'Hollywood étaient souvent confrontées, contraintes de donner la priorité à leur carrière sur leur vie personnelle en raison du contrôle exercé par les studios. En 1964, les bouleversements constants se sont avérés trop importants et Gardner a demandé le divorce. Cependant, leur séparation juridique a été un processus long et le divorce n'a été finalisé qu'en 1957. Malgré la fin de leur mariage, le lien entre Gardner et Sinatra ne s'est jamais vraiment rompu. En fait, après le divorce, ils ont réussi à transformer leur romance tumultueuse en une amitié durable. Gardner a toujours parlé de Sinatra avec affection, le qualifiant d'amour de sa vie, et Sinatra, à son tour, a continué à la soutenir et à prendre soin d'elle. Leur lien a perduré longtemps après que la passion se soit refroidie, et ils sont restés proches jusqu'au décès de Gardner en 1990. Leur relation, tant pendant qu'après le mariage, est devenue l'une des histoires d'amour les plus légendaires d'Hollywood, dont on se souvient pour son intensité, son drame et sa profondeur émotionnelle durable. À l'âge de 67 ans, Ava Gardner avait déjà vécu plusieurs vies d'expérience. Elle avait été une éblouissante starlette de la MGM, une icône mondiale du cinéma, une faiseuse de scandales à Hollywood, une femme mariée 3 fois, une aventurière
et, dans ses dernières années, une femme réfléchissant à sa place dans l'âge d'or du cinéma. Tout au long de sa carrière, Gardner a travaillé aux côtés de nombreux acteurs principaux les plus célèbres d'Hollywood, Clark Gable, Gregory Peck, Burt Lancaster et Frank Sinatra, qui est devenu l'un des grands amours de sa vie. Pourtant, pendant des décennies, une figure de son passé a occupé une place importante, souvent mentionnée par d'autres, mais rarement évoquée en détail par Ava elle-même, Humphrey Bogart. Au moment où Gardner est entré sous les projecteurs d'Hollywood, Bogart était déjà une star établie. Il était passé d'un acteur de personnage dans des rôles de gangster à l'un des acteurs principaux les plus emblématiques des années 1940, grâce à Casablanca 1942 et au Faucon maltais 1941. Il traînait avec lui une réputation d'homme dur, cynique et apparemment détaché. Mais ceux qui le connaissaient bien décrivaient aussi un homme à l'esprit vif, à la sensibilité surprenante et à une loyauté profonde envers ses amis. Gardner, cependant, était prudente quant à ses commentaires publics à son sujet, en partie par respect, en partie à cause de la politique compliquée d'Hollywood, et en partie parce qu'elle n'aimait pas alimenter les moulins à potins qui tourbillonnaient autour d'elle. Mais à la fin de ses 60 ans, longtemps après la mort de Bogart en 1957, Gardner s'est finalement autorisé à parler plus franchement. Assise dans son appartement londonien dans une humeur réfléchie, elle a fait remarquer avec un demi-sourire mélancolique. Bogart était unique en son genre. Ce n'était pas seulement le dur à cuire que les films ont fait de lui. Il était vif, drôle, et il avait cette façon de vous faire sentir que vous étiez dans le coup avec lui. J'ai toujours admiré cela chez lui. Elle a fait une pause avant de poursuivre en expliquant la différence entre le personnage de Bogart à l'écran et l'homme qu'elle avait connu hors caméra. Les gens oublient que Bogey n'était pas un grand homme physiquement. Il n'était ni grand ni beau comme Cary Grant, mais au moment où il entrait dans une pièce, l'atmosphère changeait. Il avait de la présence, un magnétisme pur, on ne pouvait pas le quitter des yeux. C'est quelque chose qu'on ne peut pas feindre, ni dans la vraie vie, ni à l'écran. Gardner, qui avait souvent été injustement rejeté dans ses premières années comme étant simplement un beau visage, ressentait une sorte de parenté avec Bogart dans la façon dont Hollywood les avait tous deux sous-estimés au début. Elle a réfléchi, il a dû se battre pour faire ses preuves, tout comme moi. Les gens pensaient que j'étais juste une autre jolie fille que la MGM avait ramassée, et pendant un certain temps, ils avaient raison. Je ne connaissais rien au métier d'acteur, mais Bogey comprenait cette lutte, ce besoin de montrer que vous étiez plus que les étiquettes qu'il vous collait. Lorsqu'on l'interrogeait sur leurs interactions personnelles, Gardner était prudente mais toujours chaleureuse dans ses souvenirs. Elle se souvenait des soirées où Bogart et sa femme Lauren Bacall recevaient des amis, et elle, souvent membre du cercle hollywoodien qui gravitait autour de Sinatra, se retrouvait en compagnie de Bogart. Bogey était protecteur envers les gens auxquels il tenait. Frank et lui étaient un proche, et grâce à Frank, j'ai appris à mieux le connaître. Il pouvait boire n'importe qui sous la table, mais même quand il était complètement ivre, il avait toujours cette étincelle dans les yeux. Il avait cette façon de vous faire sentir vu, même si toute la pièce réclamait son attention. En vieillissant, Gardner a commencé à ressentir une sorte de nostalgie pour l'ère que Bogart représentait, une ère qui s'évanouissait déjà dans les années 1950. Quand je pense à Bogey, je pense à la fin d'un certain Hollywood. Il faisait partie de la dernière génération qui se fichait des conventions. Il fumait, il buvait, il disait ce qu'il pensait. Les studios ne pourraient ni pas fabriquer un autre Bogart, même s'ils essayaient. Croyez-moi, ils ont essayé avec une douzaine d'autres hommes, mais ça n'a jamais marché. Il était authentique. Son ton s'est adouci lorsqu'elle a reconnu ses luttes personnelles. Il n'était pas parfait. Il avait ses démons comme nous tous. Il pouvait être lunatique, têtu, parfois difficile, mais c'est ce qui le rendait humain. C'est ce qui faisait de lui Bogart. Et je suppose que c'est pourquoi, même maintenant, toutes ces années plus tard, les gens n'arrivent toujours pas à l'oublier. Il a laissé derrière lui quelque chose d'intouchable. En parlant ouvertement de Bogart à 67 ans, Ava Gardner offrait non seulement un aperçu rare du monde privé de l'une des plus grandes stars d'Hollywood, mais elle réfléchissait également, d'une certaine manière, à sa propre mortalité et à son héritage. En décrivant l'authenticité, le magnétisme et l'humanité de Bogart, elle affirmait également les valeurs qu'elle chérissait le plus elle-même,
le refus d'être réduite à une image, la lutte pour être prise au sérieux et le pouvoir durable de la personnalité au fil du temps. En terminant ses réflexions cet après-midi-là, Gardner a soupiré doucement, sa voix remplie à la fois d'admiration et de mélancolie. Je ne pense pas qu'il y aura un autre Boguet. Il appartenait à son époque, et pourtant il appartient en quelque sorte à tous les temps. Si vous voulez mon avis, c'est le mieux que l'on puisse espérer, être remémoré comme lui. Et il le mérite amplement. En 1986, la vie glamour mais tumultueuse d'Ava Gardner a été ébranlée lorsqu'elle a subi un accident vasculaire cérébral dévastateur. L'actrice autrefois rayonnante, réputée pour sa beauté éclatante et sa présence puissante à l'écran, s'est soudainement retrouvée confrontée à la fragilité de la santé. Bien qu'elle ait accumulé suffisamment de richesses pour couvrir ses dépenses médicales, un geste extraordinaire de dévotion est venu de nul autre que Frank Sinatra, l'homme qui avait autrefois été le grand amour de sa vie. Sinatra, qui n'avait jamais cessé de se soucier d'Ava, malgré leur passé ardent et tumultueux, a insisté pour prendre en charge son traitement. Il s'est arrangé pour qu'elle voyage confortablement et en toute sécurité, en louant un avion privé médicalement équipé pour l'amener chez un spécialiste aux États-Unis. Pour Ava, qui était connue pour son indépendance farouche et sa fierté, le fait de permettre à Sinatra d'intervenir était une reconnaissance remarquable du lien durable qu'ils partageaient, un lien que le temps et la distance n'avaient jamais vraiment rompu. Malgré ses efforts, sa santé a continué de décliner dans les années qui ont suivi. Le 25 janvier 1990, le monde a perdu l'une de ses stars les plus éblouissantes lorsqu'Ava Gardner est décédée à l'âge de 67 ans. La cause était une bronchopneumonie et elle est décédée paisiblement à Westminster, à Londres, loin de ses racines en Caroline du Nord, mais entourée de l'aura intemporelle de la légende hollywoodienne qui ne s'était jamais estompée. Sa mort a envoyé des ondes de choc dans l'industrie du divertissement, ses admirateurs se souvenant non seulement de ses performances inoubliables dans des classiques tels que Les Tueurs, Mogambo et La Comtesse aux pieds nus, pieds nus, mais aussi de l'esprit indomptable qui avait fait d'elle l'une des femmes les plus emblématiques du cinéma. 4 jours plus tard, le 29 janvier, Ava Gardner a été ramenée à Smithfield, en Caroline du Nord, où elle a été enterrée au Sunset Memorial Park. Là, à côté de ses frères et sœurs bien-aimés et de ses parents, Jonas et Molly Gardner, la petite fille de la ville, qui était devenue l'une des stars les plus glamour du monde, a trouvé la paix éternelle. Sa tombe reste un lieu de pèlerinage tranquille pour les fans qui continuent d'honorer sa mémoire, laissant des fleurs, des notes et des témoignages d'admiration.